Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin, une semaine chargée en actualité, c'est le morning et on démarre cette édition par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, bonjour. Alors les journaux israéliens continuent ce matin encore de revenir largement sur l'arraisonnement du Clossé, ce navire intercepté en mer Rouge et transportant des armes iraniennes. Alors après l'opération Commando, c'est l'opération de communication qui démarre. Et vous allez voir ce matin à la une de tous vos quotidiens les images du butin. 40 roquettes longue portée, 181 obus de mortier et quelques 400 000 balles de calibre 7,62 confisquées. Donc l'arsenal va à présent être présenté au monde entier. Après l'assaut en haute mer, ce sera donc au tour du Premier ministre israélien en personne, Binyamin Netanyahou, de lancer sa propre offensive diplomatique cette fois-ci pour faire toute la lumière, nous dit le Jérusalem Post, sur le vrai visage de l'Iran et sur la saisie de ses missiles. Ce que Netanyahou présentera au monde ce lundi, écrit de son côté l'expert militaire du Yediot Ahronot, c'est Alex Fishman, ce ne sont ni les roquettes ni les obus de mortier qui, on se le dise, ne constituent pas vraiment une menace existentielle pour Israël. Non, tout ce festival, quelque peu disproportionné, écrit au passage Fishman, disproportionné eu égard à l'envergure de l'opération, et bien tout ce festival ne vise qu'une chose, convaincre ceux qui nous écoutent encore que l'Iran n'a pas changé, que l'Iran, qu'il n'existe pas de nouvel Iran. Alors il faut noter que c'est une opération de communication qui intervient au moment où Catherine Ashton est en visite en Iran, une visite fustigée par un des principaux quotidiens israéliens. Et vous allez le voir, elle prend cher ce matin, la première diplomate européenne. À l'attention de Madame Ashton, c'est le titre de cette double page du Israël Hayom, une double page qui affiche les images, vous le voyez, des armes iraniennes. Le journal qui regrette que l'hypocrisie européenne soit encore au rendez-vous pendant qu'Israël décharge les conteneurs d'armes iraniennes. Madame Ashton, elle, se déguise à Téhéran, c'est les mots utilisés par le journal, pour rencontrer le président iranien, des mots durs, donc très durs, qui n'ont d'égal que ce titre en une du journal. Pour le journal, c'est le bazar persan, un marché où s'amassent pêle-mêle roquettes longue portée et voiles islamiques. Alors le journal proche du pouvoir, qui ne manque d'ailleurs pas de citer cette question du Premier ministre israélien, Madame Ashton a-t-elle l'intention de poser des questions à ses hôtes iraniens sur la fourniture d'armes à des groupes terroristes? C'est la question qu'a posée à ses ministres le Premier ministre israélien Netanyahou hier lors du Conseil des ministres. Voilà donc pour la presse israélienne. Alors à l'est d'Israël, sur les étalages des kiosques iraniens, on découvre la même image de Madame Ashton, mais les titres sont cette fois-ci bien différents. Vous allez le voir en une du Iran Daily. J'apprends que Hassan Rouhani a salué la nouvelle approche de l'Union européenne et qu'il a appelé Madame Ashton à tisser des relations constructives avec Téhéran. Et puis même tonalité chez nos confrères du Tehran Times, un autre quotidien en langue anglaise iranien. Les relations devront être basées sur des intérêts communs, nous dit le journal. Selon le quotidien, Madame Ashton aurait même confié à ses hôtes qu'elle était consciente du rôle prépondérant de l'Iran dans la région. Voilà, on décrypte toute cette situation dans un instant avec notre invité, mais pour leur dernier titre qu'on évoque ce matin, ça se passe au Caire où la Ligue arabe vient d'apporter un soutien de taille au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Et oui, c'est le quotidien jordanien Al-Rad qui l'annonce ce matin. Pour la Ligue arabe, pas question de reconnaître Israël comme État juif. Elles étaient réunies hier au Caire, les chefs de la diplomatie arabe, et ils ont rejeté l'exigence israélienne après avoir estimé qu'un tel geste nuirait aux droits des réfugiés palestiniens. Un soutien de taille donc pour Mahmoud Abbas avant sa rencontre à Washington le 17 mars prochain avec Barack Obama. Et c'est d'ailleurs au nom de tous les Arabes que le raïs palestinien s'exprimera à Washington. C'est en tout cas ce qu'a affirmé à l'agence de presse palestinienne Maran le chef de la diplomatie de Ramallah, Riyad Al-Maliki. Merci beaucoup Cyril, restez avec nous. Et nous sommes le lundi 10 mars, vous êtes sur i24 News, voici les grands titres à la une de l'actualité. Cet après-midi, le tout Israël politique et militaire se rendra donc à Eilat pour une vaste opération de communication autour de l'arraisonnement du bateau chargé d'armes iraniennes. Le Premier ministre, l'armée, les ambassadeurs du monde entier, beaucoup de journalistes seront présents pour révéler l'ampleur des armes arraisonnées. Tzal a achevé hier soir ses opérations de fouille du navire. À bord, 40 missiles de moyenne portée, 181 obus et 400 000 balles de fusils mitrailleurs.
48 heures après la disparition du Boeing 777, l'hypothèse d'une attaque terroriste s'est quelque peu renforcée hier. De possibles débris de l'appareil qui transportait 239 personnes ont été découverts au large de la mer de Chine. La Malaisie a ouvert une enquête sur 4 passagers suspects du vol qui effectuaient, je vous le rappelle, la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. Et puis Catherine Ashton clôt sa visite en Iran, on l'a dit, la première du genre en 6 ans. La chef de la diplomatie européenne a mis en garde contre tout excès d'optimisme dans le règlement définitif du dossier du nucléaire iranien. La baronne Ashton, qui mène les pourparlers, a déclaré: les négociations sont difficiles et sans garantie de succès. Enfin, l'image de ce lundi, ce sont ces rues de New York noires de monde. 150 000 juifs orthodoxes dans le cœur de Manhattan. Ils sont venus manifester en signe de solidarité avec leurs coreligionnaires israéliens, désormais obligés, vous le savez, de servir l'armée israélienne. C'est donc une vaste opération de communication qu'a entamé le gouvernement israélien autour du navire bourré d'armes, a résonné mercredi dernier. Pourtant, le monde reste muet et continue son opération de charme à l'égard des Mollahs. On décrypte cette situation avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, consultant i24 News, professeur de communication et de relations internationales. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'ici, l'opération de communication d'Israël autour de cet arraisonnement n'a pas franchement fonctionné? Je pense que d'abord Israël a fait ce qu'Israël doit faire, à savoir d'abord arraisonner ce navire et révéler au monde l'ampleur du soutien iranien pour les organisations terroristes de la bande de Gaza. Israël a eu raison de le faire. Maintenant, il est vrai que du point de vue de la réaction de la communauté internationale, en particulier occidentale, elle est tout simplement effarante. Comme l'ont rappelé les journaux israéliens ce matin, alors même qu'Israël est en train de débarquer ses armes, Catherine Ashton est à Téhéran sans poser des questions aux Iraniens sur cet envoi d'armes. Donc je crois qu'Israël a fait ce qu'elle devait faire et je crois que les historiens dans quelques dizaines d'années devront se poser la question de ce silence de l'Occident face à l'évidence. Alors, vous l'avez dit, Catherine Ashton est donc en ce moment à Téhéran. Hier, au Conseil des ministres à Jérusalem, Binyamin Netanyahou l'a interpellée directement. Je voudrais savoir si Madame Ashton a interrogé son hôte iranien à propos de cette livraison d'armes à des organisations terroristes. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? C'est une déclaration presque pathétique du Premier ministre israélien parce que personne ne l'écoute. Non, je crois que la personne pathétique, c'est Catherine Ashton elle-même, qui est allée se déguiser à Téhéran, se couvrir la tête, comme si les dirigeants iraniens, eux, lorsqu'ils venaient en Occident, changeaient leur comportement et leur accoutrement. C'est elle qui est pathétique. C'est elle qui est pathétique, pas seulement à cause de son accoutrement, mais surtout parce qu'au moment où Israël prouve au monde et à l'Union européenne que l'Iran n'a pas changé de visage, que l'Iran n'a pas changé de stratégie, elle fait comme si de rien n'était. Elle continue de négocier avec un pays qui est fier, qui dit ouvertement qu'il est fier d'avoir trompé l'Occident ces 20 dernières années à propos de son programme nucléaire, qui continue de soutenir Assad dans son massacre quotidien de la population syrienne, qui continue d'envoyer des missiles à la bande de Gaza. Donc s'il y a quelqu'un qui est pathétique ici, c'est Catherine Ashton. Alors, est-ce que ce grand événement prévu cet après-midi avec les ambassadeurs du monde entier, des journalistes, etc., va changer quelque chose dans cette opération de communication que mène Israël ? Je pense que déjà, cette opération médiatique va mettre les choses sur la table. Et que surtout, son but est de prouver à l'Occident, aux journalistes et aux décideurs qu'ils ne peuvent pas ignorer les faits. Les faits sont là. Israël va prouver que ces missiles, que ces armes étaient envoyées, fournies par l'Iran pour des organisations terroristes dans la bande de Gaza et que le monde ne pourra plus ignorer cette situation. Et je crois que c'est le but de cette opération. Ça va changer quelque chose? C'est ce que crie Israël au monde depuis une semaine, depuis l'arraisonnement de ce bateau. Je pense que cela changera une chose, c'est que si le message d'Israël est le suivant, si l'Europe veut continuer de se voiler la face au propre et au figuré, veut même se suicider, c'est son problème, mais Israël ne fera pas partie de cette illusion et de cette farce, et que Israël se défendra. Ce n'est pas Israël qui vit dans l'illusion,
Alors que le monde a décidé qu'il voulait se rapprocher de l'Iran, Israël n'a peut-être pas compris ce changement, ne s'est pas adapté à cette nouvelle réalité. Si le monde veut se tromper, c'est son problème. Je crois que le monde s'est déjà trompé, l'Occident s'est déjà trompé dans la façon dont il a traité la question de la menace allemande dans les années 20 et dans les années 30 en Europe. Et qu'on a vu les résultats, c'est exactement le même comportement aujourd'hui vis-à-vis de la Russie également. Le comportement de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine ou celui de l'Iran vis-à-vis de l'Occident, la même faiblesse, la même illusion occidentale. Et que si c'est ça aujourd'hui la diplomatie occidentale, alors Israël a raison, entre guillemets, de ne pas comprendre, parce que celui qui ne comprend pas ce qui se passe, c'est l'administration américaine aujourd'hui et l'Union européenne. Il ne doit pas changer de stratégie, Binyamin Netanyahou, au moins au vu des résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est une normalisation des relations entre l'Iran et l'Occident, et Binyamin Netanyahou qui fait des cris dans le désert, comme ça, qui continue. Je crois qu'il a raison, parce que même quand on crie dans le désert, même lorsque tout le monde a tort, il faut savoir le dire. Je vous rappelle cette phrase qu'avait dit à l'époque le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lorsqu'il avait posé la question rhétorique, se peut-il que le monde entier a tort et que seul Israël a raison? Eh bien la question est oui. Dans ce cas présent, la question est oui. Israël a raison de continuer à dire la vérité pour tout le monde. Tout de même, vous êtes prof de communication, il faut le rappeler. Est-ce qu'Israël n'a pas fait un mauvais travail de communication sur les velléités de l'Iran, tout simplement, à son égard, encore une fois, au vu des résultats, un rapprochement entre Téhéran et l'Occident? Il faut comprendre que ce rapprochement n'est pas un véritable rapprochement. Il y a aujourd'hui une volonté à la fois européenne et américaine d'arriver à un accord avec l'Iran, tout simplement parce que les États-Unis veulent éviter à tout prix, ou l'administration Obama veut éviter à tout prix une intervention militaire, et que l'Europe veut préserver ses intérêts économiques vis-à-vis de l'Iran. Ce n'est pas un rapprochement, c'est une tentative tout simplement de préserver des intérêts économiques et d'éviter un conflit militaire, tout en empêchant l'Iran, soi-disant, d'atteindre l'arme nucléaire. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rapprochement, il s'agit d'une négociation qui tend à servir les intérêts des deux parties. Alors, le message d'Israël sur l'Iran, et grâce à cette opération en mer Rouge, c'est de dire attention, l'Iran est un État terroriste qui veut détruire Israël. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, encore une fois, alors que le monde a changé, que ce message, le monde veut l'entendre? Je ne sais pas ce que ça veut dire le monde a changé. Je sais quels sont les faits. Je sais quels sont les faits. L'Iran est un État terroriste. L'Iran est un État qui promeut le terrorisme pas seulement au Proche-Orient, mais également en Amérique latine. Pourquoi personne ne veut l'entendre, ce message? Non, je crois que le monde le sait. Le monde le sait, l'administration Obama le sait, l'Europe le sait. Il n'y a pas de désaccord sur le fait que l'Iran est un État terroriste. Mais encore une fois, le désaccord entre Israël et la communauté internationale, ou en tout cas l'Occident, est sur la meilleure façon de traiter le sujet iranien. Faut-il négocier, oui ou non? Et si on négocie, que faut-il tolérer ou ne pas tolérer? Faut-il tolérer l'enrichissement d'uranium, jusqu'à quel point, etc. C'est ça le désaccord. Je ne pense pas que quelqu'un aux États-Unis, dans l'administration américaine, ou même à Bruxelles, n'est pas d'accord avec Israël sur le fait que l'Iran, ce sont des faits, est un État terroriste. En tout cas, personne n'a voulu entendre les conditions d'Israël sur cet accord intérimaire, en tout cas sur l'Iran, un démantèlement total des installations nucléaires. Personne n'en a voulu, c'est ce que Binyamin Netanyahou a exigé. Ce n'est pas que personne n'en a voulu, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, l'administration Obama est près d'un compromis, un compromis qui pour Israël est inacceptable. On connaît ce désaccord. On connaît ce désaccord tout simplement parce que l'administration américaine, elle, est prête à vivre avec un Iran qui serait au seuil de l'arme nucléaire, et Israël n'est pas prêt à vivre avec une telle situation. Mais encore une fois, il n'y a pas de désaccord entre les deux pays sur le fait que l'Iran développe un programme nucléaire. Alors quand les 5+1 justement négocient avec l'Iran, est-ce qu'ils ont conscience qu'Israël se sent menacé de mort par Téhéran? Je pense qu'ils en sont conscients. C'est très clair, ils savent quelles sont les menaces iraniennes vis-à-vis d'Israël. Mais encore une fois, ça n'est pas leur principale préoccupation. Ça n'est pas leur principale préoccupation. C'est une question de priorité et d'intérêt. C'est une question de priorité et d'intérêt. Je pense que les puissances occidentales estiment, semble-t-il, que du fait de la capacité nucléaire israélienne supposée, Israël aurait la capacité de se défendre. Mais encore une fois, il faut bien comprendre quels sont les intérêts des puissances qui négocient. Les intérêts européens, c'est de préserver leurs intérêts économiques vis-à-vis de l'Iran. L'intérêt des États-Unis, c'est d'éviter à tout prix une intervention militaire. Et c'est ça leur priorité. Chaque pays pense à ses intérêts, pas aux intérêts des autres pays. Pour Israël, c'est ce comportement américain qui est plus dérangeant que celui des Européens?
Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le comportement américain, il n'est pas un problème uniquement pour Israël. Poser la question aux Ukrainiens, poser la question aux Géorgiens, c'est un problème pour tous les pays qui se sentaient soutenus par les États-Unis, qui se sentent aujourd'hui trahis. Ils sentent qu'il y a plus de pression américaine sur les alliés des États-Unis que sur les ennemis des États-Unis. Donc ce n'est pas seulement le problème d'Israël, c'est le problème de tous les pays qui sont menacés par les ennemis des États-Unis et qui se trouvent moins soutenus par les États-Unis que les ennemis en question. Alors juste pour finir, en une phrase, l'interception du Clocé va suffire à convaincre la communauté internationale à se montrer plus ferme avec l'Iran? Je crois qu'on a un précédent avec l'épisode du Karen A, il y a un peu plus d'une décennie, et que à l'époque, finalement, l'administration Bush, elle, avait été convaincu et avait tout de suite changé de stratégie vis-à-vis d'Arafat, puisque Arafat avait menti à Bush. Et Bush avait dit Arafat m'a menti. Est-ce qu'aujourd'hui Obama va avoir le même comportement? C'est ça la véritable question. Merci beaucoup Emmanuel Navon. À suivre dans le Morning, accident ou attentat terroriste à grande échelle. Le mystère continue de planer sur la disparition de ce Boeing d'Air Malaisie ce week-end. Tous les nouveaux développements après un nouveau journal. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin. Il est l'heure de retrouver l'édito du jour avec vous, Boaz Bismuth. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end, vous êtes content d'être là? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors ce matin, vous nous parlez, vous aussi, de l'opération de communication du gouvernement israélien autour des armes iraniennes à raisonner. Alors, on va parler surtout aujourd'hui de la naïveté. La naïveté, pas seulement la nôtre, aussi des Européens. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a cette visite de celle qui est responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, de Bruxelles, qui est la Lady Catherine Ashton, en plus, une aristocrate, et qui va bien sûr voir les Iraniens et qui a la tenue adéquate qui va avec, bien sûr, pour ne pas, bien sûr, déplaire assez haute. Alors, il y a cette, comment on va dire, un peu cette naïveté européenne qu'on avait pensé déjà, qu'on avait quittée depuis un certain temps. Souvenez-vous, début des années 2000, Israël parle de l'Iran comme un grand loup, les Européens parlent de la paranoïa israélienne, puis il fallait qu'on ait cette troïka européenne dans laquelle on avait les ministres des Affaires étrangères de la France, la Grande-Bretagne et d'Allemagne qui partent en Iran et qui comprennent très bien que le programme nucléaire iranien est dangereux. Très bien, donc on pensait déjà que cette naïveté, cette page a été tournée, sauf qu'en juin des élections, Rouhani gagne les élections et il y a un Iran qui sourit. Alors vous savez qu'Israël peut dire au monde entier l'Iran n'a pas changé, mais pour le monde, il y a Khamenei, l'extrémiste, et il y a Rouhani, l'homme avec qui vous voulez partager vos week-ends et bien sûr aussi le thé tous les jours. Alors ça, c'est un peu la naïveté de Catherine Ashton que pense que l'Iran a changé. Mais tout en parallèle, vous savez que nous avons cette histoire de bateau, loin d'être un bateau de l'amour, un bateau bien sûr qu'Israël a très très loin d'ici dans une opération militaire d'information qui est assez exemplaire, ramène au port d'Eilat. Et là, Israël montre au monde entier, et par ailleurs, justement, aujourd'hui, des dizaines de journalistes vont être amenés dans un avion affrété par le gouvernement israélien à Eilat pour le montrer un petit peu le vrai visage de l'Iran. Et je pense que là, après la naïveté de Catherine Ashton et de l'Union européenne, et peut-être même du monde, on voit la naïveté des Israéliens qui pensent réellement que cette bataille de communication, par ailleurs légitime, il faut le dire, va changer quelque chose pour le monde. Si le monde a décidé que l'Iran a changé, eh ben le monde, jusqu'à la mauvaise surprise, pour eux, Rouhani reflète aujourd'hui l'Iran. Alors une naïveté des Israéliens, les médias, la presse dont vous faites partie, participent à ce festival. Est-ce que les médias israéliens n'en ont pas trop fait autour de cette affaire? Alors d'abord, le mot est bien choisi, festival, parce que c'est un festival, parce qu'il faut savoir une chose, déjà si le monde va participer à ce festival, au moins nous, on peut le faire. Alors bien sûr, il y a en Israël, il faut comprendre une chose, peut-être le gouvernement, les politiques sont critiqués, les rabbins, vous savez, on est dans un pays dans lequel on critique tout. Personne n'est épargné. On est Premier ministre, le lendemain, on n'est rien. Sauf que, bien sûr, il y a encore peut-être, j'ose espérer, un dernier, que je traduis un petit peu de l'hébreu, c'est ce qu'on appelle la vache sacrée, la dernière valeur à laquelle on ne touche pas, et c'est l'armée. Alors, vous savez que des opérations militaires, il fut un temps où on en avait plusieurs, je me souviens de l'époque d'Entebbe, etc., etc. Aujourd'hui, même quand il y a des opérations, bien sûr, ce sont des opérations secrètes ou des opérations dans lesquelles Israël ne parle pas, ne dit rien du tout. Par ailleurs, des opérations de la sorte, il y en a eu d'autres. Sauf que cette fois-ci, vu l'accord
accord définitif avec les Iraniens qui se rapprochent dans quelques mois, si réellement on aboutit. Et en plus, quand on voit aujourd'hui la façon dont le monde traite les Iraniens, avec beaucoup plus, comment on va dire, beaucoup plus de souplesse, les Israéliens ont décidé d'utiliser ce bateau pour une guerre de communication. Mais vous parlez, est-ce que les médias n'en ont pas fait trop? Moi, justement, je trouve, et il suffisait de voir hier les 3 chaînes israéliennes, aussi bien la publique que les privées, casser un petit peu ces démarches du gouvernement, parce que finalement, si la presse en parle beaucoup, c'est parce que derrière, il y a le gouvernement qui fait en sorte, bien sûr, de construire cette histoire petit à petit. Restez avec nous, Boaz. Est-ce que vous regardez tous les vendredis soirs, comme beaucoup d'Israéliens, Eretz Nehederet, merveilleux pays? Alors d'abord, même si je loupe le vendredi pour des raisons familiales, soit peut-être parce que je veux un jour arriver au paradis, il y a bien sûr, c'est rediffusé le samedi, comme vous le savez. Donc vous le regardez. Donc on ne peut pas louper. Oui, je le regarde. Alors Eretz Nehederet, merveilleux pays, c'est le rendez-vous incontournable de tous les Israéliens depuis plusieurs années. C'est l'émission satirique phare de la télé israélienne. Les Guignols, en quelque sorte, version israélienne. C'est un reportage signé par les équipes du Culture Mag. Eretz Nehederet, une émission de télé satirique qui depuis plus de 10 ans domine le paysage audiovisuel israélien. Même si sa diffusion en prime time le vendredi soir lui permet de s'adresser à un large public, dans Eretz Nehederet, on aborde les sujets les plus délicats, surtout s'ils font polémique. Nous abordons la Shoah, nous parlons de l'occupation. Ce mélange, cet équilibre, c'est en quelque sorte notre façon de vivre ici. On ne peut pas passer à côté de ces sujets, du coup, on essaie d'en rire. Et le succès est forcément au rendez-vous. Mais la façon dont sont dépeints peoples et politiques peut parfois influencer l'image que se font d'eux les téléspectateurs. Un exemple, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre. Très souvent, il est la cible de ces moqueries. Représenté tel un politicien sournois, son principal intérêt reste son image auprès des électeurs. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, lui, est représenté en dictateur effrayant, ne cessant de mettre tout le monde sous ses ordres. Même si ces dernières années, l'opinion publique en Israël semble avoir viré à droite de la carte politique, les rédacteurs et les acteurs d'Eretz Nehederet expriment leurs vues qui, elles, sont restées ancrées bien à gauche. Au fur et à mesure que l'émission gagne en maturité, nous osons aborder des thèmes plus sensibles et prendre des positions, selon certains, plus provocantes. Le public nous reste fidèle parce que c'est notre spécialité que de faire rire les gens. Pourtant, certains pensent qu'en dépit des vues critiques de l'émission, on y trouve des sentiments bienveillants à l'égard d'Israël. C'est ce mélange de critique et au final de patriotisme qui est le secret du succès. Bref, vous l'aurez compris, dans Eretz Nehederet, un pays magnifique, l'humour est acide et le message, lui, reste incisif. Comme le disait Voltaire, il faut cultiver son jardin. Est-ce que c'est toujours de bon goût, Eretz Nehederet, ou est-ce qu'ils sont borderline? Parfois, bien sûr, borderline. Parfois, on dépasse un peu les limites. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des limites dans l'humour? En Israël, dans le passé, on avait une émission à la première chaîne, mais il y a très longtemps, dans les années 70, qui s'appelait Nikouï Roche, c'est-à-dire on se lave la tête si vous voulez. Et là, bien sûr, les politiques n'aimaient pas du tout. Aujourd'hui, on vit dans une époque dans laquelle on ne peut pas arrêter la satire, si vous voulez. Je me souviens très bien mon époque à Paris, lorsqu'on voyait par exemple Seguin avec Bernadette Chirac, franchement, dans les Guignols, ça dépassait énormément, beaucoup plus que ça, les limites. Moi, la question, c'est est-ce que c'est toujours drôle ou pas? Est-ce que ça dépasse les limites? Est-ce que c'est toujours drôle cette saison, un peu moins que les saisons précédentes? Et dommage, parce que c'est toujours amusant de s'amuser. Restez avec nous, Boaz. Nous sommes le lundi 10 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Cet après-midi, le tout Israël, politique et militaire, se rendra à Eilat pour une vaste opération de communication autour de l'arraisonnement du bateau chargé d'armes iraniennes. Le Premier ministre, l'armée, les ambassadeurs du monde entier et beaucoup de journalistes seront donc présents pour révéler l'ampleur des armes arraisonnées. Tsahal a achevé hier soir ses opérations de fouille du navire. À bord, 40 missiles de moyenne portée, 181 obus et 400 000 balles de fusils mitrailleurs. Et puis 48 heures après la disparition du Boeing 777, l'hypothèse d'une attaque terroriste pourrait être renforcée. De possibles débris de l'appareil qui transportait 239 personnes auraient été découverts au large de la mer de Chine. La Malaisie a ouvert une enquête sur 4 passagers suspects du vol qui effectuait, je vous le rappelle, la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin.
Enfin, on notera également que Catherine Ashton clôt sa visite en Iran, la première du genre en 6 ans. La chef de la diplomatie européenne a mis en garde contre tout excès d'optimisme dans le règlement définitif du dossier du nucléaire iranien. La baronne Ashton, qui mène les pourparlers, a déclaré « Les négociations sont difficiles et sans garantie de succès ». Et c'est la grande question de cette matinée, accident ou attentat terroriste à grande échelle. Le mystère continue de planer ce matin encore sur la disparition de ce Boeing d'Air Malaisie, Betsabe Salem. Que sait-on de plus ce matin? Bonjour Barbara. Alors déjà, un petit rappel des faits pour les retardataires. Donc l'avion reliait la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, à Pékin. L'avion qui transportait 239 personnes, dont 12 membres d'équipage. Il n'est jamais arrivé à destination. Il a disparu des écrans de contrôle soudainement après 1 heure de vol alors qu'il survolait la mer de Chine entre la Malaisie et le Vietnam. Alors ce qui est certain, c'est qu'un événement soudain et inhabituel est arrivé parce que le pilote n'a pas envoyé de message de détresse et que 2, l'avion était à son attitude de croisière. Or, en cas d'accident, une alerte est envoyée. Ça suggère qu'un événement soudain est donc intervenu. D'ailleurs, l'armée malaisienne avait évoqué hier l'hypothèse que l'avion ait fait demi-tour vers Kuala Lumpur, mais un demi-tour aurait dû déclencher donc des alertes. Pour ce qui est des indices dont on dispose aujourd'hui, tout d'abord, on a des traces de carburant qui ont été repérées en mer samedi, des traces d'une quinzaine ou vingtaine de kilomètres. Une annonce publique d'ailleurs a été faite après cette découverte de taille. On écoute à ce propos un capitaine de l'armée vietnamienne. C'était lors de la conférence de presse donnée à Tan Son Nhat au Vietnam. Nous avons cherché toute la journée hier et ce matin sur à peu près 14 000 km² et encore 10 000 km² dans une autre zone. Donc au total, nous avons mené des recherches sur 20 à 24 000 km². En fait, nous avons besoin de spécialistes pour confirmer ce que c'est. Nous n'avons pas assez d'équipement pour le confirmer. Nous pouvons seulement affirmer qu'il s'agit de traces d'eau jaunâtres qui ne sont pas normales par rapport à l'eau de mer. Deuxième indice, Barbara, oui, je suis perturbée par un qui cherche d'où vient le bruit. Alors, deuxième indice, dans la même zone où les traînées de kérosène ont été aperçues, l'aviation vietnamienne a repéré hier soir au large de ses côtes de possibles débris du Boeing disparu. La découverte a été faite au large de l'île de Tho Chu. C'est ce que vous voyez sur ces images, donc sur le Vietnam. Ça n'a pas été annoncé lors de la conférence de presse puisque la découverte, en fait, a eu lieu bien plus tard, assez tard d'ailleurs, pour que les recherches ne puissent pas aller plus de l'avant, puisqu'il faisait déjà nuit. Elles ont été suspendues, mais elles ont repris ce matin. 2 bateaux sont repartis. Et ce qui est sûr, c'est que cette découverte permet d'affiner en tout cas la zone de recherche. Enfin, notez que les enquêteurs ont évoqué par ailleurs la possibilité d'une désintégration en vol de l'appareil. Pourquoi ? Parce qu'aucun gros débris n'a pour l'instant été retrouvé. Ce que ça signifie pour eux, c'est que l'avion s'est probablement désintégré donc à une altitude de 35 000 pieds. Donc la désintégration, c'est la première piste qui est privilégiée. Le terrorisme dans tout ça, est-ce que c'est une piste encore d'actualité ce matin ? Bien sûr, elle est toujours d'actualité, elle est toujours pertinente. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. 2 des passagers qui étaient à bord du vol MH370 utilisaient des passeports volés à 2 touristes, un Italien et un Autrichien. Ça s'est passé en Thaïlande et c'est en Thaïlande que les 2 passagers ont acheté ensemble, figurez-vous, leur billet dans une agence de voyage de la station balnéaire de Pattaya, c'est à l'est de Bangkok. C'était jeudi dernier et selon la police thaïlandaise, il s'agit d'un réseau de trafiquants, un réseau qui est déjà très connu et l'enquête, bien sûr, de la police se focalise maintenant sur ce réseau. Et ils allaient à Pékin, ces 2 suspects avec ces passeports volés ? Non, ils n'allaient pas à Pékin, c'est justement un élément très troublant dans cette enquête. Ces 2 passagers suspects n'avaient pas de visa pour la Chine, ils devaient poursuivre leur voyage ensemble jusqu'à Amsterdam. Alors selon les experts de la sécurité aérienne, il est très rare que 2 personnes utilisant d'abord des passeports volés voyagent ensuite ensemble sur le même vol et ça intervient dans 2 cas de figure, soit dans le cas d'une immigration clandestine, ce qui n'est pas suspecté ici, soit dans le cadre d'une opération terroriste et c'est donc cette dernière piste qui est en ce moment étudiée à fond par les autorités malaisiennes, même si bien sûr cette piste n'est encore qu'au stade de l'étude, on le répète. Alors en tout cas on peut dire que cet accident c'est le plus grave du genre depuis de
nombreuses années. Oui, c'est l'accident de Boeing 777 le plus grave depuis 1995, soit sa date d'entrée en service. En fait, il faut savoir que Malaysia Airlines est une compagnie très sérieuse en matière de sécurité. À savoir, elle présente l'un des meilleurs bilans des compagnies de la région. Si on doit comparer cette catastrophe à d'autres accidents, eh bien, moi, je pense à la disparition du vol 447 d'Air France qui assurait, comme vous le voyez, la liaison Rio de Janeiro, donc Paris. C'était le 1er juin 2009. L'avion s'était abîmé dans l'Atlantique. À l'époque, les premiers débris, je vous le rappelle, n'avaient été retrouvés que 2 jours plus tard, ce qui laisse de l'espoir encore. Boss, vous en pensez quoi? Justement, c'est vrai, la ressemblance est énorme. Là-bas aussi, Airbus A330, un avion très sûr, un avion costaud. Là, justement, encore une fois, un avion, peut-être l'avion le plus apprécié par les compagnies aériennes, le 777. Sauf qu'il y a une grosse différence. Là aussi, ce qui ajoute à la suspicion que c'est un acte terroriste. Avec le vol d'Air France, il y avait des tempêtes. Celui-là, le temps était excellent. Donc, il n'y avait aucune raison pour que ça se passe comme tel. Alors, c'est vrai, on peut le dire, hein, le 777, c'est un avion réputé très sérieux. Oui, tout à fait. Il est surnommé d'ailleurs le 777 Barbara. C'est l'un des plus populaires de sa catégorie. Sa catégorie, c'est celle des porteurs biréacteurs. Et comme la malaisienne, il y a un très bon bilan en matière de sécurité. Pour cet avion, c'est l'un des meilleurs. Ces Boeing 777 sont d'ailleurs souvent utilisés pour des vols de 12 heures ou plus. Hein. Ce sont eux qui ont remplacé les anciens 747. Et pendant près de 20 ans, eh bien, le 777 n'a connu aucun accident mortel. Jusqu'à celui, vous vous rappelez, de juillet dernier, c'était à l'aéroport de San Francisco. C'est qu'on peut le voir sur ces images. En ce moment, l'appareil de la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines, cette fois-ci, s'était écrasé, faisant alors 3 morts et plus de 180 blessés. Il s'était disloqué et puis il avait pris feu après avoir heurté une digue près de la piste. Mais attention, le 777 n'a alors pas été mis en cause. C'est donc la première fois que cette mise en cause est soulevée. On attend dans les jours à venir, évidemment, beaucoup d'autres informations. Et bien sûr, on espère la boîte noire. Un dernier mot pour finir sur les familles des victimes sous le choc. Est-ce qu'ils sont pris en main? Alors, elles sont prises en charge, ces familles, ces familles de victimes. C'est un raccourci. La compagnie leur a même organisé un départ pour le Vietnam pour pouvoir suivre de près ces recherches. Mais ces familles se plaignent beaucoup. Il faut savoir qu'elles disent avoir beaucoup plus d'informations par les médias, par les réseaux sociaux que par la compagnie elle-même. Voilà. Merci beaucoup. On continuera de suivre cette affaire avec vous, Bethsabée. Merci beaucoup, Boaz. À demain. À suivre dans le Morning. Il est le lieu le plus visité du monde, loin devant Times Square, la Tour Eiffel ou encore Disneyland. Il s'agit du centre commercial de Dubaï. On vous dit pourquoi après un nouveau journal. Restez avec nous. On continue de parler ce matin encore de l'affaire du navire iranien Boredar arraisonné mercredi dernier en pleine mer Rouge. Alors vous le savez, c'est une opération de communication de grande envergure qui se prépare cet après-midi. Le Premier ministre israélien se rendra dans le port d'Eilat. En attendant, le navire est arrivé samedi soir dans la ville d'Eilat. Il a été acclamé par la foule et on retrouve sur place notre correspondant Maxime Perez. Bonjour, merci d'être avec nous en direct depuis le port d'Eilat. Est-ce que les fouilles du navire se poursuivent toujours à l'heure actuelle ? Écoutez, non, Barbara, les fouilles du navire sont à présent terminées, mais on les a vues se poursuivre jusqu'à tard hier soir. C'est une opération assez périlleuse qui a été effectuée par des unités du génie militaire habituées au maniement des armes et des explosifs. Il faut savoir qu'il existait une crainte au sein de l'armée israélienne que ces containers, les 150 containers que transportait ce cargo clossé, soient piégés par les Iraniens. Et alors, est-ce qu'on en sait désormais davantage sur le chargement à l'intérieur de ce navire ? Oui, désormais, l'armée israélienne a communiqué sur ce sujet. Il y a désormais un compte-rendu précis et détaillé des armements qui se trouvaient à bord de ce cargo clossé. Parmi eux, évidemment, ce missile M302 de fabrication syrienne, un missile qui appartient à la catégorie des roquettes de moyenne portée, une arme stratégique pour Israël d'une portée de 160 km, capable d'atteindre n'importe quel point du territoire israélien, depuis la bande de Gaza ou depuis même
le Sinaï égyptien, qui surtout échappe à la vigilance du système antimissile israélien Dôme de fer, qui est lui conçu pour les roquettes de courte portée. Et à côté de cela, à côté de ces missiles M302, eh bien, il y avait d'autres armements en quantité importante, comme des munitions de gros calibre, de mitrailleuses lourdes, et également près de 180 obus de mortier. Alors on l'a dit, le Premier ministre israélien Netanyahou se rend dans la ville d'Eilat cet après-midi. Quel est le programme ? Oui, cet après-midi, l'arsenal assez impressionnant de ce cargo va être montré à la presse en présence de nombreux ambassadeurs et attachés militaires occidentaux. L'objectif des Israéliens et notamment du Premier ministre israélien qui va tenir une conférence de presse en compagnie de son ministre de la Défense Moshe Yaalon, eh bien, c'est de montrer au monde le véritable visage de l'Iran, celui d'un régime qui viole toutes les résolutions onusiennes sur l'embargo, qui soutient des organisations terroristes au Moyen-Orient, à Gaza et dans le Sinaï égyptien, et qui surtout tente de porter atteinte à la sécurité d'Israël. Et puis, autre point assez singulier qu'il est important de souligner, c'est que cet après-midi, lors de la conférence de presse, eh bien, les autorités israéliennes ont l'intention de montrer des photographies de pendaisons publiques en Iran pour montrer à quel point ce régime iranien est cruel et barbare. Alors Maxime, pour finir, vous êtes donc sur place à un côté de ce navire. Comment réagissent les Israéliens qui essayent de s'en rapprocher ? Eh bien écoutez, depuis plusieurs jours, depuis que nous sommes ici, c'est vrai que par petits groupes, des Israéliens s'approchent du port d'Eilat. Certains brandissent des drapeaux bleus et blancs aux couleurs d'Israël. Il y a une espèce d'élan patriotique assez spontané, un sentiment de fierté qui est certainement dû au fait que les missiles et la cargaison d'armes qui a été arraisonnée en mer Rouge par les forces israéliennes eh bien, étaient destinés à la population, à l'arrière-front israélien, et donc de là est né un sentiment nationaliste assez fort. Il y a donc beaucoup de badauds ici, et ce phénomène devrait s'accentuer aujourd'hui, puisque le temps fort de cette journée, c'est cette conférence de presse où est attendu de nombreux responsables israéliens. Merci beaucoup Maxime Perez d'avoir été avec nous ce matin, et c'est une conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne, 16h30 heure d'Israël. Soyez au rendez-vous. On a marqué ce week-end, vous le savez, la journée internationale de la femme. Alors à cette occasion, on vous emmène ce matin dans une unité de Tsahal assez particulière, puisqu'elle est composée exclusivement de femmes combattantes officiers. Elle s'occupe du renseignement aux frontières d'Israël. C'est un reportage signé Maël Benoliel. Elles s'appellent Raz, Shira, Shaked, Daniel, Roni ou encore Batsheva. Ces jeunes filles sont des soldates de l'armée de défense d'Israël. Elles font partie de la seule unité combattante composée uniquement de femmes. Depuis la simple soldate jusqu'aux officiers. C'est le pari de Tsahal, la seule armée au monde à pouvoir revendiquer un tel accomplissement. Nous faisons la même chose que les hommes. Nous avons reçu une formation de soldats combattants, nous avons appris à tirer, à tout faire en fait. Et nous servons dans l'armée comme les hommes pendant 3 ans. Évidemment, nous avons été aussi formés à notre spécialité. Leur spécialité, la collecte de renseignements à la frontière entre Israël et l'Égypte. Une frontière située en plein désert du Sinaï et de plus en plus exposée aux actes terroristes. Nous gardons la frontière. Savoir que c'est moi qui surveille mon pays et ses citoyens me rassure. S'il se passe quelque chose, c'est ma responsabilité. C'est à moi de réagir et de faire ce qu'il faut, de la même façon que si j'avais été un homme. Et ici, au milieu de nulle part, ces soldats répètent leur gamme dans une chaleur harassante et maintiennent leurs conditions physiques pour le jour de vérité. Évidemment que d'un point de vue physique, il y a des différences avec les hommes. Mais cela ne nous empêche pas de faire la même chose qu'eux. Nous passons les mêmes tests physiques, nous faisons aussi les mêmes missions qu'eux. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Une responsabilité de premier ordre que les hommes n'ont plus à assumer seuls. Car les unités combattantes comme celle-ci sont de plus en plus prisées par les femmes ces dernières années.
En termes de répartition, plus de 40% des soldats sont des femmes, ce qui fait de cette armée l'une des plus égales au monde. Cette unité de Tsahal, unique en son genre, montre bien que la défense des frontières n'est pas qu'une histoire d'hommes. Cette unité prouve aussi que les femmes n'ont rien à envier aux hommes, bien au contraire. Lundi 10 mars, vous êtes sur i24 News en direct depuis Tel Aviv. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Cet après-midi, on l'a dit, le tout Israël, politique et militaire, se rendra dans la ville d'Eilat pour une vaste opération de communication autour de l'arraisonnement du bateau chargé d'armes iraniennes. Le Premier ministre, l'armée, les ambassadeurs du monde entier et beaucoup de journalistes seront présents pour révéler l'ampleur des armes arraisonnées. Tsahal a achevé hier soir ses opérations de fouille du navire intercepté mercredi. À bord, 40 missiles de moyenne portée, 181 obus et 400 000 balles de fusils mitrailleurs. 48 heures après la disparition du Boeing 777, l'hypothèse d'une attaque terroriste pourrait être renforcée. De possibles débris de l'appareil qui transportait, je vous le rappelle, 239 personnes ont été découverts au large de la mer de Chine. La Malaisie a ouvert une enquête sur 4 passagers suspects du vol qui effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. Catherine Ashton clôt sa visite en Iran, la première du genre en 6 ans. La chef de la diplomatie européenne a mis en garde contre tout excès d'optimisme dans le règlement définitif du dossier du nucléaire iranien. La baronne Ashton, qui mène les pourparlers, a déclaré: les négociations sont difficiles et sans garantie de succès. Enfin, à l'image de ce lundi, ce sont ces rues de New York, noires de monde, 150 000 juifs orthodoxes dans le cœur de Manhattan. Ils sont venus manifester en signe de solidarité avec leurs co-religionnaires israéliens, désormais obligés de servir les rangs de l'armée israélienne. Il est l'heure de notre chronique consommation et tendance avec vous, Yohan Waki, bonjour. Bonjour Barbara. Alors on parle ce matin des villes ou des lieux touristiques tendance pour 2014. Où faut-il aller ? Alors, où faut-il aller ? On va déjà commencer par savoir où il ne faut plus aller. On commence par Berlin, qui depuis plusieurs années est la destination préférée de la jeunesse branchée internationale. Berlin qui attire d'ailleurs beaucoup d'Israéliens et qui en ont fait leur destination préférée en Europe. Eh bien, si Berlin fascine pour son côté alternatif, sa richesse culturelle, sa consommation bon marché, il semblerait qu'elle soit en passe de perdre son statut de capitale la plus cool du monde. Plusieurs indices. Le premier indice nous vient du magazine Rolling Stone, qui dans un reportage consacré au club mythique de Berlin, le Berghain, qui est le club qui a été le club élu le plus cool du monde en 2009, eh bien, il serait aujourd'hui plus fréquenté par les touristes que par les Berlinois eux-mêmes, ce qui ferait perdre au club sa petite particularité qui lui donnait tant de charme. Un deuxième indice qui nous pousse à penser vers le déclin de Berlin est un article titré dans le blog américain Gawker, Berlin est fini, quelle est la prochaine ? Donc voilà, plusieurs indices qui nous mettent sur cette voie-là. Alors comment ça se passe en fait qu'une ville branchée se ringardise tout d'un coup ? Eh bien écoutez, là on est justement dans l'idée que la ville est branchée et c'est pour ça qu'elle devient ringarde. Inévitablement. Inévitablement. Toutes les villes branchées. Tout ce qui est branché en fait, on est en plein dans la valse des tendances. Coco Chanel disait, la mode c'est ce qui se démode. On est en plein dedans. Si Berlin a été branché, à un moment donné, Berlin ne le sera plus. Et voilà, donc si les jeunes cherchent aujourd'hui l'alternatif, le contre-courant, ce que les autres ne possèdent pas, une fois que tout le monde le possède, une fois que ce n'est plus alternatif, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus aucune raison d'attirer les gens. Il y a combien de visiteurs par an à Berlin, on le sait ? Eh bien écoutez, alors si Berlin est annoncé comme en déclin, on en est en tout cas au début du déclin parce que c'est pas prêt d'arriver, en tout cas on ne sait pas, on peut pas prédire dans les tendances quand Berlin ne sera plus tendance, en sachant qu'il y a eu quand même 11 millions de visiteurs en 2013 à Berlin, ce qui est énorme. Ouais, 11 millions c'est vraiment beaucoup. À titre comparatif, on sait les chiffres, on connaît les chiffres de touristes à Tel Aviv chaque année ? Eh bien écoutez, en Israël, on va prendre la comparaison du pays, en Israël on est à 3,5 millions de visiteurs en 2013, donc on est loin des 11 millions de Berlin, donc pour une seule ville, mais la comparaison est intéressante. Pourquoi ? Parce que Tel Aviv est aussi considérée comme une des villes tendances du moment, et surtout que quand on parle de tendance, il est toujours difficile de baser son analyse uniquement sur des chiffres. Car comme je vous disais, si être branché, c'est aller à contre-courant, contre la masse. Si la masse se déplace vers un endroit et qu'on cherche à aller contre cet endroit, les chiffres sont contre nous. Et d'ailleurs, toujours si on se base sur des chiffres, il faut savoir que le lieu le plus visité du monde en 2013 a été le Dubai Mall, avec à lui seul, écoutez bien, près de 75 millions de visiteurs par an.
Donc 11 millions pour Berlin, 75 millions pour le Dubai Mall. Vous parlez du centre commercial de la ville de Dubaï. Exactement, le centre commercial de Dubaï. Alors ça veut dire quoi, que Dubaï est branché? Eh bien écoutez, justement non. Alors Dubaï est très fréquenté, ça c'est évident puisque le chiffre est énorme. Mais si Dubaï attire beaucoup de monde, ça n'en fait pas une destination tendance, en tout cas pas au sens branché, mais au sens populaire du terme. Populaire parce que beaucoup de monde, branché, pas tant que ça. On trouve dans ce centre commercial, voilà, on voit quelques images, près de 1200 magasins, une patinoire, un aquarium, des parcs à thème. Il a d'ailleurs été référencé dans le Guinness Book mondial comme la plus grande superficie commerciale du monde, l'équivalent de 50 terrains de foot. Et juste pour vous, Barbara, on peut y trouver le plus grand magasin de chaussures au monde. Voilà. Donc on a parlé de Berlin, on a parlé de Dubaï. Est-ce que New York est encore branché? Alors, New York est encore branché et la comparaison est encore une fois intéressante ici. Alors, New York, il faut savoir que Times Square, donc la place emblématique de New York, a été fréquentée par 35 millions de visiteurs en 2013. Donc, un peu moins de la moitié de ce Dubai Mall. Mais oui, clairement, New York continue de fasciner. Et d'ailleurs, une nouvelle tendance semble se confirmer à New York. Alors, complètement... j'allais dire random, un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, complètement à côté. La greffe de barbe est très tendance à New York, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de barbe se font greffer des poils sur le visage pour avoir la barbe. Donc non seulement New York est tendance, mais en plus il faut y aller avec des barbes greffées. C'est la preuve que New York est encore tendance si on voit apparaître ce genre de phénomène. Et des nouvelles tendances en Exactement, ils disent qu'ils paraissent plus jeunes, plus dynamiques, plus modernes avec la barbe. Voilà, pourquoi pas. Bon, voilà pour les villes, c'est retenu. On parle conso également ce matin avec une pub qui fait scandale en ce moment. Exactement, alors un deuxième sujet publicité. La publicité, la voici. C'est un visuel qui détourne l'image de David, de Michel-Ange, une statue représentant le héros juif, donc David, qui avait battu Goliath avec sa fronde. Il tient ici un fusil et le slogan nous dit AR50A1, Heart of Work, c'est-à-dire AR5001, c'est la référence du fusil. D'accord. Heart of Work, c'est tout simplement Work of Art, pardon, c'est tout simplement une œuvre d'art. Donc Dario Franceschini, qui est le ministre de la Culture italienne, a demandé le retrait ce week-end de la publicité à la société d'armement américaine, tout simplement puisqu'ils n'ont pas demandé les droits d'utilisation de David qui sont détenus par le musée qui se tient à Florence où la statue est exposée. Donc c'est une pub américaine, pourquoi l'Italie s'en mêle? Eh bien justement, l'Italie s'en mêle, c'est effectivement une pub américaine, l'Italie s'en mêle, puisque d'une part, ils considèrent que le détournement de l'image n'est pas très déontologique, et deuxièmement, que les Américains, enfin que la société américaine n'a pas demandé les droits à l'Italie pour pouvoir exploiter le David, encore moins dans une position telle que celle-là. Donc un scandale qui a fait beaucoup de bruit. C'est une question d'argent aussi, surtout. Sûrement une question d'argent avant une question politique, mais au final... on se retrouve avec un équilibre plutôt intéressant. Et la pub a été retirée? La pub n'a pas encore été retirée, la demande vient d'être faite. Le ministre s'est exprimé sur son Twitter, il y a eu beaucoup de réactions. Le directeur de l'Accademia de Florence, où est exposée la statue, a également réagi et a demandé à avoir ses droits de reproduction, enfin à ce qu'on lui paye les droits de reproduction. Voilà, donc l'autorisation de l'État italien est en attente, à savoir si l'État italien donnera ou pas son autorisation pour que la pub continue d'être en place, c'est pas certain. Il faut savoir quand même que la pub est diffusée aux États-Unis depuis près de 6 mois et que l'information a mis 6 mois à traverser l'Atlantique. Donc même si c'est passé par les réseaux sociaux, parfois ça prend un peu plus de temps que prévu. Merci beaucoup, Yoann Waki. À suivre, attention, travail d'arabe. C'est l'expo du moment à Paris. L'artiste est algérien et il y détourne les stéréotypes du racisme dans la société française. Il s'attaque à toutes les idées reçues. On y revient après un nouveau journal. De retour sur le plateau du Morning en direct depuis Tel Aviv. Merci d'être avec nous et il est l'heure de s'intéresser à l'actualité sur Internet. Alors ce matin dans la revue du web, le grand titre si l'on peut dire, c'est ce mystère qui continue de planer autour de la disparition du Boeing d'Air Malaisie. Oui, alors toutes les hypothèses sont ouvertes et le mystère s'épaissit autour de ce drame. Alors pour l'instant, on parle de traînée de fuel, de passeports volés et d'un brusque demi-tour qu'aurait fait l'avion. Alors autant d'éléments qui nourrissent les différents buzz et fausses informations sur Internet. On va voir ce matin comment le net s'emballe autour d'éléments pas toujours vérifiés et pas toujours vérifiables. On commence
commence par cette image qui a fait le tour d'Internet. Elle a été postée par un internaute sur sa page Facebook qui prétend avoir vu ceci et pris immédiatement la photo sur un vol Air Asia. On y voit une forme qui ressemble à un avion en flammes accompagné d'un impressionnant nuage de fumée. Mais cette image pourrait être un fake. En tout cas, c'est ce que signalent les internautes dans les commentaires et c'est une preuve de l'emballement autour de ce drame. Autre image qui fait réagir les internautes, c'est cette porte, en tout cas ce qui est présenté comme tel et ce qui pourrait être un débris du Boeing 777 et preuve que les internautes aussi mènent l'enquête. Cette comparaison qui est faite entre une vraie porte de Boeing, enfin de ce modèle de Boeing, et le débris qui a été retrouvé. Conclusion de cet internaute, Clément Copard, les débris localisés en mer de Chine ne sont pas ceux d'une porte de Boeing. Alors dans la confusion générale autour de cette affaire, il y a aussi des fausses histoires, tout simplement. Oui, ou plutôt même des plaisanteries de mauvais goût. Juste après le crash, Nick Ersin, 18 ans, tweet cette photo de sa carte d'embarquement avec ce sous-titre: heureusement que j'ai raté cet avion. Il est devenu le miraculé du vol MH370. Il a provoqué un vrai buzz sur Twitter et la photo a été énormément retweetée. Et c'est pas vrai, Mais non, quelques heures plus tard, il dément, affirmant avoir juste voulu donner une leçon aux internautes. Regardez ce tweet, j'apprécie votre attention, mais avant de retweeter, enquêtez, il n'y a pas la date sur ma carte d'embarquement. Du statut de miraculé, il est tout simplement passé à celui de risé du web. Et puis pour finir, cette image beaucoup partagée, celle de ce qui serait être les billets d'avion de 2 passagers ayant voyagé avec un faux passeport, Luigi Maraldi et Christian Kotzel. En résumé, en fait, tant que l'enquête n'a pas apporté plus d'éléments, le net continuera à s'emballer, quitte à aller aussi dans tous les sens. Voilà, on part direction l'Allemagne à présent, où les internautes se ruent sur des mails dits sécurisés. Oui, alors le scandale des écoutes de la NSA avait laissé des traces dans l'opinion publique, notamment en Allemagne, où même Angela Merkel avait été surveillée par l'agence de sécurité intérieure américaine. Alors d'après cet article que vous voyez de Die Welt, repris par Slate, vous excuserez mon accent allemand, pour éviter d'être surveillés, 4 grands opérateurs allemands, Telekom, GMX, Web.de et Freenet, vont proposer à partir de la fin du mois de mars des emails dits Made in Germany. En clair, l'idée est d'envoyer et de recevoir des emails cryptés qui garantissent d'échapper au contrôle d'entités extérieures telles que la NSA, et car les mails ne circuleront finalement que sur des serveurs 100% allemands. Et c'est efficace, ça va vraiment marcher? Alors pas totalement. En fait, pour le club des hackers allemands, le CCC, même s'il y a le cryptage, cela n'assure rien niveau déontologie. C'est-à-dire que si les mails pourront être quand même lus et livrés à des services secrets amis si besoin, et en tout cas niveau marketing, ça fonctionne. C'est un argument marketing. Freenet déclare que son nombre d'inscriptions a grimpé de 80%. Pareil pour GMX et Web.de qui enregistrent des nombreuses nouvelles inscriptions, des ouvertures de boîtes mail, donc 100% allemandes. Même si ça ne fonctionne pas forcément. Mais en tout cas, ça rassure. Ça rassure. Bon, on n'est peut-être jamais à l'abri. Autre histoire, à présent, c'est le web qui est cruel, on le sait, parfois implacable. Quand on parle de politique internationale sur Internet, il faut désormais faire très attention. C'est l'histoire de Gemma Worrall. C'est une esthéticienne et internaute britannique. Alors elle se laisse aller un petit commentaire sur le conflit en Ukraine et elle tweet ceci: si Barack Obama est notre président, pourquoi se mêle-t-il de la Russie? Effrayant. Répétez le nom. Barack Obama, vous allez beaucoup l'entendre là dans les phrases qui viennent. Elle réalise ainsi ce qu'on peut appeler finalement un grand chelem. En plus d'avoir confondu son premier ministre David Cameron avec le président américain Barack Obama, elle a appelé ce dernier Barack Obama, donc une petite bourde qui aurait pu finalement passer inaperçue, mais le Huffington Post nous révèle qu'à son réveil, le 4 mars, elle a été retweetée plusieurs milliers de fois. À sa grande surprise, regardez ce tweet au réveil: comment se fait-il que je me réveille avec des tonnes de mentions parce que j'ai tout simplement mal épelé le nom du président. Ce monde est devenu fou. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et fait le tour du monde, en commençant par le quotidien Métro en Angleterre. Une amie lui signale que son tweet est dans le journal, mais alors après ça part partout et les internautes du monde entier, de Belgique et même d'Australie, lui disent qu'elle est devenue une célébrité, qu'ils ont lu son nom dans le journal. Alors on le sait, ça a parfois des conséquences dramatiques d'être aussi pris à partie sur Internet. Est-ce qu'elle l'a mal
mal vécu. Alors c'est ce qu'on peut appeler du bashing, effectivement ça peut mener à des suicides, mais heureusement... Du bashing ? Oui, du bashing sur Internet, et heureusement les internautes ont été plutôt tendres avec Gemma, et elle-même a plutôt bien pris ce buzz, et elle conclut sur ce compte Twitter, certains trouvent ça marrant, d'autres le prennent personnellement, de toute façon je m'en fous, j'ai passé la journée à rire de moi-même, donc tout est bien qui finit bien. Elle l'a bien pris. Ouais. Et Baraka Berner aussi. Il l'a très bien pris, c'est reconnu. Allez, on finit Rudy par la vidéo buzz du jour, étonnant. Oui, alors est-ce que vous connaissez, on va le voir, le point commun entre un mannequin et une pizza, Barbara? Non. Eh bien, regardez. Morale de l'histoire, c'est qu'elle a été créée toute pièce en fait, ce mannequin. Absolument, c'est que vive la pizza, tout simplement. C'est une pizza, voilà, avec donc tous les éléments de la pizza ont été récupérés pour créer ce modèle virtuel. Donc c'est les limites et aussi les dangers du Photoshop qui sont dénoncés dans cette vidéo qui fait le buzz depuis hier. Merci beaucoup, Rudy Saada, restez avec nous. Lundi 10 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité. Cet après-midi, le tout Israël politique et militaire se rendra à Eilat pour une vaste opération de communication autour de l'arraisonnement d'armes iraniennes. Le Premier ministre, l'armée, les ambassadeurs du monde entier, beaucoup de journalistes seront présents pour révéler l'ampleur des armes arraisonnées. Tzahal, je vous le rappelle, a achevé hier soir ses opérations de fouille. À bord, 40 missiles de moyenne portée, 180 obus et 400 000 balles de fusils mitrailleurs. 48 heures après la disparition du Boeing 777, l'hypothèse d'une attaque terroriste pourrait être renforcée. De possibles débris de l'appareil qui transportait 239 personnes auraient été découverts au large de la mer de Chine. La Malaisie a ouvert une enquête sur 4 passagers suspects du vol qui effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. Catherine Ashton clôt sa visite en Iran, la première du genre. En 6 ans, la chef de la diplomatie européenne a mis en garde contre tout excès d'optimisme dans le règlement définitif du dossier du nucléaire iranien. La baronne Ashton, qui mène les pourparlers, a déclaré, je cite, « Les négociations sont difficiles et sans garantie de succès ». Enfin, l'image de ce lundi, ce sont ces rues de New York, noires de monde, 150 000 juifs orthodoxes dans le cœur de Manhattan. Ils sont venus manifester en signe de solidarité avec leurs coreligionnaires israéliens, désormais obligés de servir dans les rangs de l'armée israélienne. Virginie Khalifa, bonjour. Bonjour. Alors on parle cinéma ce matin avec un film qui nous parle de Noé. La projection vient d'être interdite dans plusieurs pays arabes. Exactement, c'est le film Noé et c'est officiel. Ces comités ont décidé de boycotter le film réalisé par Darren Aronofsky. C'est lui aussi qui a réalisé Black Swan. Alors l'annonce a été faite jeudi dernier à la Paramount, le distributeur du film, avec une raison claire, Barbara. Ce film représente un prophète et c'est interdit par l'islam. On ne fait pas ce genre de choses parce que c'est contraire à la foi, alors on n'en veut pas. Et c'est bien dommage parce que je peux vous dire qu'avec Russell Crowe à l'affiche et une bande-annonce comme on va la voir, ça donne envie. Noé, qu'est-ce qu'il a dit ? Il va détruire le monde.
Cela ne peut-il être évité? L'homme a corrompu ce monde. Il l'a empli de violence. Nous devons disparaître. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents. Mère! Qu'est-ce qu'il y a? Là! Qu'est-ce que tu veux? Tu pensais vraiment que tu pouvais te protéger de moi là-dedans? Ce n'est pas de toi que cela protège. J'ai des hommes avec moi. Et toi, tu es seul et tu me défies? Je ne suis pas seul. Quand ils viendront, ils seront prêts à tout et ils seront nombreux. Un film historique comme on les aime, c'est vrai que c'est attirant comme bande-annonce. C'est plus une œuvre d'art qu'un film historique. Alors ça a été interdit dans l'ensemble du monde arabe? Non, dans certains pays arabes où les comités ont décidé d'interdire la projection. Pour d'autres, comme par exemple si on se rend en Égypte, eh bien c'est vrai que les religieux essayent d'influencer la décision de ces comités en leur mettant la pression. Alors en Égypte, on a mis 2 fois une grosse pression sur ces comités, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, la projection est maintenue tant que les comités ne se manifestent pas. En plus, dans le pays, il n'y a pas seulement des musulmans, il y a aussi des chrétiens. Et puis, dans l'ensemble des pays arabes, il n'y a pas uniquement des musulmans. Alors, ce serait peut-être dommage d'interdire cette projection si certaines personnes ont envie d'y aller. Puis après tout, si on n'a pas envie d'aller le voir, on ne va pas le voir. On est bien d'accord, Barbara. Alors, bonne nouvelle pour les Égyptiens, la sortie du film est prévue pour le 26 mars, ils n'en seront pas privés. Alors les chrétiens justement, Noé fait partie de leur histoire aussi, ils en pensent quoi de cette interdiction? Alors bien écoutez, c'est mitigé. Alors on a eu beaucoup de films comme ça, on a eu le Da Vinci Code qui dévoilait donc les secrets de l'Église entre Jésus et Marie, donc c'était un gros problème. On a eu aussi la Passion du Christ qui a été un second problème. Alors pour ce qui concerne le Da Vinci Code, eh bien il avait été interdit aussi dans certains pays, et par contre pour la Passion du Christ, eh bien en Égypte il n'a pas été interdit. Donc c'est vrai que la question se pose souvent, à savoir est-ce que le problème est finalement la représentation de ces personnes, de ces prophètes ou de ces personnages bibliques dans des films, ou effectivement juste une histoire qui est racontée et qui pourrait nuire à l'image de certaines religions. Il sort quand en France, le film? Alors il sort le 9 avril en France. Ok, c'est noté. Allez, on part maintenant direction Paris avec une exposition, ça s'appelle Attention, travail d'arabe. Effectivement, alors attention, travail d'arabe, aucune référence à vous, à Rudy, ni à la Tunisie. Il s'agit de l'exposition d'Ali Guessoum. Alors lui, c'est un homme de 80 ans. Elle est présentée dans le 18e arrondissement de Paris jusqu'au 23 mars. Exactement, vous connaissez l'exposition, ça me fait plaisir. Elle détourne l'imagerie populaire française pour déconstruire en fait avec humour l'ensemble des stéréotypes et le racisme envers ce que l'organisateur appelle en fait les Français venus d'ailleurs. Voilà, donc ceux qui sont d'origine de l'expo, on l'aura compris, travail d'arabe. Effectivement, et alors attendez, parce que c'est assez trompeur cette expo et cette expression en général. Il faut savoir qu'il y a une certaine époque, eh bien, un travail d'arabe désignait une tâche délicate et soignée qui évoquait eh bien, le raffinement de l'alhambra de Grenade ou la sophistication de l'orfèvrerie de Cordoue, et ça c'était au temps de l'occupation musulmane en Espagne. Aujourd'hui, eh bien, les choses se sont un peu inversées avec les préjugés, les stéréotypes apportés par la suite avec le racisme, et donc le travail d'arabe est devenu un travail bâclé et mal fait. Alors comment est né ce projet? Comment lui est venue cette idée? Alors c'est un projet qui est né après une rencontre avec le groupe Zebda lors d'un festival qui tenait lieu, alors je vais vous le dire tout de suite. Bon, en tout cas, une rencontre entre l'artiste et le groupe Zebda, peu importe. Voilà, c'était exactement. Donc c'était dans le sud de la France. D'accord. Et puis là, ils se sont posés, et puis ils ont commencé à discuter, et puis ils se sont dit bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment en France et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer justement tous ces préjugés. Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on parle de travail d'arabe. C'est vrai que bien souvent, on fait des blagues sur certaines communautés. Et finalement, il s'est dit voilà. Les mecs, on est assis, on est tous ensemble, on connaît les polémiques sur les Roms, on connaît l'affaire Taubira, on connaît aussi le succès qu'a eu Dieudonné, enfin le succès de l'audience qu'a eu Dieudonné. Et puis aujourd'hui, il s'est dit finalement en France, on est rentré dans du politiquement correct et ça ne lui a pas plu. Donc c'est avec humour qu'il a décidé de détourner, comme on le fait dans la pub, puisqu'il est graphiste de métier, certaines images que je pense on a vu s'afficher à l'écran et obtenir cette jolie exposition. C'est dans la mairie du 18e à Paris. Merci beaucoup Virginie, merci Rudy. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle journée, portez-vous bien et on se quitte avec le groupe Zebda justement.